En novembre, après une campagne digne d'un véritable scénario hollywoodien, l'Amérique élira son nouveau président ou sa présidente. C'est l'occasion idéale pour revenir sur une élection incroyable qui a opposé deux candidats dont l'ambition et la détermination à conquérir le pouvoir les a poussés à un terrible bras de fer pour accéder à la Maison Blanche. Une élection dont le dénouement nous a tous impactés et qui a marqué les Américains à jamais. Une élection bouleversante qui a changé la face du monde entier. L'élection la plus folle de l'histoire. À la fin des années 90, les États-Unis c'est pas simplement la première puissance mondiale. Les mecs dominent le monde. L'URSS, l'ennemi ultime de l'Amérique, a disparu quelques années plus tôt, laissant les USA les seuls maîtres à bord sur la planète. Encore mieux, après 8 ans au pouvoir, Bill Clinton laisse un excellent bilan économique. L'Amérique ne s'est jamais aussi bien portée depuis des décennies. Mais il y a un problème, on arrive en 2000 et Clinton ne peut pas faire un troisième mandat. Il n'y a pas le choix, va falloir élire un nouveau président. Alors dans les foyers de 300 millions d'Américains, mais aussi du monde entier, la même question est sur toutes les lèvres. Qui va succéder à Bill Clinton? Qui va devenir l'homme le plus puissant du monde? Ils sont nombreux à vouloir accéder à la Maison Blanche, mais deux candidats sortent du lot. Deux mecs pleins d'ambition qui rêvent d'accéder à la fonction suprême, de prendre le contrôle du pays et de transformer le monde. Le démocrate Al Gore et le républicain George W. Bush. Et la politique, les deux, ils connaissent très bien ça. George W. Bush est tout simplement le fils de George Bush, ancien président de 89 à 93. Mais suivre les traces d'un père président n'est pas si évident. Longtemps, il a été dans l'ombre de son père et il a très mal vécu d'être vu comme un fils à papa, incapable de faire quelque chose par lui-même. Mais il a su tracer son propre chemin en devenant gouverneur du Texas, l'un des postes les plus importants du pays. Avec son style décontracté et son accent texan, Bush a cette image de bon gars rassembleur et proche du peuple. Mais il est aussi critiqué par certains pour son manque d'expérience et son climato-scepticisme. Ouais, le mec a dirigé des compagnies pétrolières, donc pas trop étonnant. En se présentant pour l'élection, Bush veut montrer à son père que lui aussi il est capable de faire de grandes choses. Son adversaire Al Gore, lui, a baigné très tôt dans la politique. Le mec a littéralement passé toute sa vie à Washington, au cœur du pouvoir. Son père a été pendant longtemps un sénateur influent du Parti démocrate. Il a suivi ses traces jusqu'à devenir le vice-président de Bill Clinton. Pendant ses 8 ans à la vice-présidence, Gore s'est imposé comme un politique sérieux et visionnaire. Il a rapidement compris l'importance qu'Internet allait avoir dans le futur en modernisant le pays. Mais surtout, bien avant que ça devienne un sujet central, Gore a fait de la lutte contre le changement climatique un de ses combats majeurs. Et on peut dire qu'il s'est pas trompé. Et malgré son expérience et ses convictions, Gore doit faire face à des critiques sur son style trop sérieux, parfois jugé trop rigide ou distant. Il est aussi vu comme un pur produit de ce qu'on appelle l'establishment américain, ce qui l'éloigne un peu du peuple. On a donc deux géants politiques qui se font face. Deux candidats avec deux visions du monde totalement différentes que tout oppose. Deux candidats qui, à l'entrée d'un nouveau millénaire, vont faire évoluer l'Amérique et toute la planète d'un côté ou d'un autre. Deux candidats qui sont prêts à tout pour devenir l'homme le plus puissant du monde. Mais il y a un problème, dans le bureau ovale, il n'y a qu'une seule place, les gars. Alors les deux vont devoir se combattre et réussir à convaincre le plus de personnes. Il est temps de rentrer dans l'arène. Maintenant, place à la campagne. Mais avant, faut que je vous explique comment on fait pour devenir président des États-Unis. Ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est comme en France où le mec qui a le plus de voix l'emporte tout simplement. Mais non les gars, c'est les States, hein. Faut pas oublier qu'ils appellent ce truc football et qu'ils mesurent les gens en pied. Ils font rien comme les autres. Bon, du coup, comment ça marche? Eux, ils utilisent un truc qu'on appelle le collège électoral. En gros, vous le savez, les USA sont divisés en 50 États. Et dans les élections, chaque État a un nombre de points à donner, qui est plus ou moins élevé selon sa population. Par exemple, la Californie, l'État le plus peuplé du pays, donne 54 points. Et l'Alaska, où il n'y a pas grand monde, c'est 3 points. Et pour obtenir les points de l'État, faut être le candidat qui arrive en tête dans l'État. Par exemple, en Californie, si les gens votent en majorité pour Al Gore, il remportera 54 points. Et si en Alaska, ils votent pour Bush, il gagne 3 points. Plus un candidat remporte des États dans tout le pays, plus il accumule des points. Et s'il y a bien un seul nombre qu'il faut retenir dans les élections américaines, c'est 270. 270, c'est le nombre de points à partir duquel tu peux pas être dépassé par ton adversaire. Vous avez compris, le candidat qui atteint les 270 points en premier est assuré de devenir le prochain président des États-Unis. Pour ça, Bush et Gore se lancent dans une guerre de conquête. Une guerre où chaque territoire gagné le rapproche de plus en plus du Graal et de la Maison Blanche. Mais en fait, je vous ai pas dit, il y a des États plus faciles à gagner que d'autres. En gros, déjà à l'avance, il y a pas mal d'États qui ont choisi leur camp. Il y a les États bleus qui votent pour les démocrates depuis des décennies et les États rouges qui votent pour les républicains. Par exemple, sauf énorme surprise, tout le monde sait que les gens de l'État de New York vont voter Al Gore et lui donner ses 33 points. Pareil pour le Texas où Bush est gouverneur. Il y a aucun suspense sur le fait que les Texans vont voter pour lui en majorité et lui donner les 32 points. Mais il existe aussi des États un peu spéciaux, beaucoup plus
plus indécis. À une élection, ils votent démocrate et à la suivante, ils votent républicain. Et personne, absolument personne sait à l'avance qui va gagner ces états et remporter les points. Ces états spéciaux, ils ont un nom, c'est les swing states. Au total, ils sont une dizaine. Par exemple, il y a l'Ohio qui donne 21 points, la Pennsylvanie qui en donne 23 et la Floride 25. Ces états, ils sont ultra importants. C'est simple, si le candidat ne gagne pas une bonne partie d'entre eux, impossible pour lui d'atteindre les 270 points et d'être élu. Vous l'avez compris, toute l'élection, l'avenir de l'Amérique et la face du monde se jouent dans les swing states. Allez, maintenant que les bases sont posées, place à la campagne. Pendant des mois, Bush et Gore traversent ce pays grand comme un continent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les deux enchaînent les meetings, les discours et les bains de foule. Chaque arrêt est une bataille pour conquérir le cœur des Américains. Mais évidemment, c'est dans les swing states que le combat fait rage. Publicité à la télé et dans la rue, visite de lieux locaux comme des écoles, gigantesques meetings, Al Gore et Bush dépensent leur énergie, leur temps et leur argent sans compter. Tous les moyens sont bons pour convaincre ces indécis, qui ont le choix du vainqueur entre les mains. Gore essaye de séduire les habitants des grandes villes et de la classe ouvrière du nord du pays, en promettant un meilleur accès aux soins, des aides sociales et une protection des emplois. Bush, lui, se concentre sur les retraités, les électeurs ruraux et les classes supérieures en promettant des baisses d'impôts et en appelant aux valeurs religieuses. Mais les candidats se rendent aussi coup pour coup. George Bush est malin. Il sait qu'il peut pas attaquer Gore sur son bilan avec Clinton car il est très bon. Du coup, il se focalise sur un scandale qui a choqué et passionné l'Amérique, l'affaire Lewinsky. Durant sa présidence, Bill Clinton a eu des relations sexuelles avec une stagiaire de la Maison Blanche, Monica Lewinsky. L'histoire fuite dans la presse et les Américains s'insurgent. Pire encore, Bill Clinton a menti sous serment en niant toute relation. Et ça, au pays des puritains, ça passe pas du tout. Ce scandale éclabousse toute l'équipe de Clinton, dont Al Gore fait partie. Alors Bush se sert de ça pour se présenter comme le bon père de famille, qui va ramener la morale et les bonnes mœurs dans une Maison Blanche décadente. Du coup, Al Gore, il est dans une situation délicate un peu. Il doit faire l'équilibriste entre mettre en avant son très bon bilan en tant que vice-président, mais aussi prendre ses distances avec Bill Clinton, qui est de moins en moins populaire. Mais Al Gore, il se laisse pas faire non plus, et il contre-attaque. Il critique Bush sur son manque d'expérience en politique et pour les affaires étrangères. Mais Bush va aussi lui donner un petit coup de pouce. Il arrive souvent qu'il fasse des erreurs maladroites de prononciation ou d'accord dans ses phrases. Des fois, il invente même des mots qui n'existent pas. En gros, le mec, il parle pas très bien la langue de Shakespeare. Et forcément, quand tu veux être président, ça fait tâche. Bref, les deux candidats sont vraiment au coude à coude et les 3 débats télévisés ont rien changé. Le temps passe et le jour J se rapproche. La veille de l'élection, après une campagne exténuante, Al Gore a donné le peu d'énergie qui lui restait dans un ultime discours en Floride, le swing state qui remporte le plus de points. Bush, quant à lui, confiant et avec son calme texan, attend tranquillement dans son ranch que les dernières heures de campagne passent. Il y a bien une chose qui est sûre, personne, ni Bush ni Al Gore, ni les médias, ni les politiques, ni les 300 millions d'Américains, absolument personne ne sait qui sera dans quelques jours le prochain président des États-Unis. Alors qui va remporter la course et arriver en premier à 270 points? Election Day, the day to choose a new president for a new century. On est le 7 novembre 2000. Dans tout le pays, de Los Angeles à New York, de Seattle à Miami, c'est plus de 100 millions d'Américains qui se déplacent pour aller voter. En France comme aux USA, les journées d'élection sont toujours un peu spéciales. Devant les bureaux, les voisins, les connaissances et les amis échangent ensemble dans le froid automnal caractéristique des débuts du mois de novembre. Chacun y va de son pronostic et partage ses attentes ou inquiétudes. Les deux QG de campagne, eux, sont en effervescence. Des dizaines d'hommes et femmes en cravate font des allers-retours incessants, café à la main. Les yeux rivés sur les chaînes d'infos, l'attention monte dans les deux camps. Lorsque les premiers résultats commencent à être annoncés, petit à petit, la carte de l'Amérique se teint de rouge ou de bleu selon le candidat victorieux. Et les sondages avaient raison, c'est extrêmement serré, surtout dans les swing states. Al Gore remporte le Nouveau-Mexique avec une avance de quelques voix seulement. Bush, lui, l'Ohio et le New Hampshire. Les supporters des deux camps célèbrent chaque point gagné par leur champion, comme un but de Pavard à la Coupe du Monde. À la fin de la journée, voici les scores. Les deux candidats sont presque à égalité, et plus que 2-3 états n'ont pas donné leur réponse. Et il y en a un qui est plus important que les autres. Il vaut 25 points, c'est un swing state, la Floride. Dans les millions de foyers américains, on commence à comprendre. Celui qui gagne l'État gagne l'élection. Alors maintenant, c'est toute l'Amérique, mais aussi le monde entier qui se tourne vers un seul endroit, la Floride. L'heure du dîner arrive et des millions de personnes sont scotchées devant leur téléviseur. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre l'une des nuits les plus folles de l'histoire de l'Amérique. 19h15, l'annonce tombe. Plusieurs médias donnent Al Gore vainqueur en Floride. Les démocrates jubilent. Mais attention à pas créer victoire trop vite les gars. Car certains bureaux de vote ont pas encore fermé. Et c'est des bureaux où on vote plus pour les républicains. Alors quelques minutes après, les médias rétropédalent et annoncent la Floride too close to call. Trop serré pour dire qui a gagné. Les partisans de Gore qui attendent son discours dans la pluie sont dépités. Il fait maintenant nuit noire dans une bonne partie du pays. Et la Floride se fait désirer. Mais un nouveau résultat va pas tarder à tomber. 2h du matin. C'est maintenant Bush qui a annoncé vainqueur en Floride.
Floride. George Bush, qui est dans sa maison à Austin avec toute sa famille, explose de joie. Il se tourne vers son père et l'ancien et nouveau président se prennent dans les bras, lorsque tout d'un coup le téléphone sonne. C'est Al Gore qui, très fair-play et selon la tradition, l'appelle pour concéder la victoire. George W. Bush l'a fait, il va devenir le 43e président des États-Unis. De son côté, Gore se prépare à parler à la foule et à annoncer sa défaite à la télévision. Mais juste avant qu'il monte sur scène, il est rattrapé in extremis par un membre de son équipe. Il lui dit que les résultats définitifs en Floride sont tombés. Bush est bien devant, mais seulement de 1700 voix. 1700 voix sur 6 millions. C'est rien du tout. Sachant qu'il y a parfois des erreurs dans les dépouillements. Et justement, c'est pour éviter les erreurs qu'il existe une loi en Floride qui demande un recomptage automatique des voix quand les résultats sont trop serrés. L'espoir renaît chez les démocrates, et si Al Gore n'avait pas perdu. 4 h du matin, Al Gore appelle de nouveau Bush et lui annonce qu'il revient sur sa décision de concéder la défaite. Il attend le résultat du recomptage automatique. On est maintenant le 8 novembre, et après avoir passé toute la nuit éveillée, l'Amérique attend toujours de savoir qui est son nouveau président. La nuit a été courte pour les candidats, mais aussi pour tous les volontaires dans les bureaux de vote en Floride, qui sont en charge de gérer le recomptage automatique. Les machines ont tourné à plein régime pendant 2 jours, et le résultat tombe enfin. Bush est toujours devant, mais seulement de 300 voix. Alors, est-ce que Gore a définitivement perdu? Eh bah, pas si sûr. Gore et ses équipes se rendent vite compte qu'il y a des anomalies dans les résultats. Pour comprendre, faut que je vous explique rapidement comment votent les Américains. Parce que ouais, encore une fois, ils sont différents. En France, c'est simple, tout le monde a son petit bulletin qui glisse dans sa petite enveloppe. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de système unifié. C'est à chaque État de choisir sa méthode selon son budget et ses besoins. La Floride a choisi l'une des méthodes les plus simples. Elle utilise ce genre de petit bulletin de vote en carton que l'électeur doit perforer selon son vote. Ce système, il est pratique parce qu'il permet un comptage rapide et automatique par des machines qui lisent le bulletin. Mais il a aussi un défaut. Des fois le bulletin est mal perforé et laisse un petit bout de papier attaché dessus. Vous savez, comme quand on utilise ce genre de truc là. Et ce petit bout de papier là que les Américains appellent Chad, il est problématique. Parce que parfois les machines lisent mal le bulletin et du coup donnent un mauvais résultat. On parle potentiellement de milliers de votes qui ont été donnés blancs à la place de Gore. Et quand l'élection se joue à 300 voix près, chaque voix compte. Alors on comprend bien que Gore et toutes ses équipes voient dans cette erreur un moyen de gratter des voix et de rattraper son retard. Al Gore en est persuadé. Si les voix sont recomptées en Floride, il gagne l'élection. Alors il engage les meilleurs avocats du pays et demande un recomptage des voix, mais pas avec les machines pour éviter les erreurs. Cette fois-ci, Gore demande un recomptage à la main. Bush, qui a déjà vu son avance fondre de 1700 à 300 voix lors du premier comptage, comprend que s'il veut rester devant et devenir président, il doit avec ses avocats absolument tout faire pour empêcher le recomptage des voix. L'élection rentre maintenant dans une nouvelle phase de bataille juridique entre les deux camps. Une bataille qui durera plusieurs semaines et qui aura un dénouement totalement inattendu. Tels deux stratèges qui préparent une guerre, Bush et Gore consultent leur équipe d'experts juridiques. Dans leurs QG respectifs, les deux candidats font les 100 pas et réfléchissent à la stratégie à adopter. Et c'est Gore qui se charge de la première offensive. La Floride est divisée en une 60aine de comtés, et la loi lui accorde un recomptage mais seulement dans 4 d'entre eux. Forcément, Gore est malin, et choisit les 4 comtés les plus pro-démocrates pour gratter le plus de voix possible. Mais il y a un problème, leur comptage doit être fini avant le 14 novembre à 17 h, et on est déjà le 12 novembre. Dans les bureaux de vote, les recomptages prennent beaucoup de temps. Tous les bulletins sont examinés un par un et parfois même carrément à la loupe, et les examinateurs se disputent parfois sur l'interprétation du résultat. Mais la stratégie de Gore commence à payer, et l'écart avec Bush se resserre. Bush a pas le choix, s'il veut rester devant, il doit contre-attaquer, et pour ça on peut dire qu'il a un allié de taille. Bon, faut que je vous demande, est-ce que vous savez qui est ce mec? Ce mec assis sur son bureau avec sa cravate s'appelle Jeb. Jeb comment? Jeb Bush. Ouais, c'est le frère de George. Et Jeb Bush, les gars, il est pas assis sur n'importe quel bureau. Il est assis sur son bureau de gouverneur de Floride. Ouais, vous avez bien entendu. Le gouverneur, l'homme le plus puissant de la Floride, l'état où toute l'élection est en train de se jouer, et le frère d'un des deux candidats à cette même élection. C'est complètement fou. Pour éviter toute polémique, Jeb a annoncé se mettre en retrait du processus. Mais les démocrates l'ont quand même accusé d'avoir joué un rôle même indirect dans l'élection. Mais il y a encore plus incroyable, la personne en charge de superviser les élections en Floride, Catherine Harris, est une proche de George Bush et l'a aidé durant sa campagne. Là, ça devient vraiment lunaire. Du coup, Bush aidé par Harris met une énorme pression sur le recomptage manuel. Les jours passent, chaque bulletin est scruté rigoureusement. Al Gore grignote petit à petit des voix. Mais malgré un délai d'un jour en plus d'accorder, le 15 novembre, alors qu'il reste des milliers de bulletins à analyser, Catherine Harris arrête leur comptage. Dans les rues, c'est des millions d'Américains qui s'insurgent et qui, pancarte à la main, commencent vraiment à s'impatienter. Les supporters de Gore parlent d'une défaillance de la démocratie et clament haut et fort que chaque voix doit être comptée. Les partisans de Bush, eux, suivent la stratégie de leur champion. Pour eux, l'élection est jouée. L'Amérique a besoin d'avancer et de savoir qui est son nouveau président. Les républicains font aussi preuve d'humour en surnommant Al Gore et son vice-président Lieberman Sore et Loserman. Un jeu de mots pour dire en gros pleurnicheur et mauvais perdant. Mais Gore a plus d'un tour dans son sac et décide de faire appel à la Cour suprême de Floride. La Cour suprême, c'est la plus haute instance de Floride. En gros, c'est elle qui a le dernier mot et bonne nouvelle pour Gore, elle est à majorité.
majorité démocrate. Elle donne son verdict, un nouveau délai est accordé pour continuer leur comptage. Rendez-vous le 26 novembre. Les jours passent et le monde entier attend encore de savoir qui sera le nouvel homme le plus puissant du monde. On est le 26 novembre et une nouvelle fois, Harris arrête leur comptage alors que les bureaux n'avaient pas tous fini. Elle est pour l'instant la seule à connaître l'issue du scrutin. Elle s'avance papier à la main et annonce ses résultats. Bush est devant de 500 voix. Mais encore une fois, des irrégularités dans le comptage sont constatées. Certains votes ont été comptés 2 fois. Des voix des habitants à l'étranger ont été ajoutées alors que le bureau était fermé. En gros, un énorme bordel. Alors Al Gore il retourne voir la Cour suprême de Floride et redemande encore une fois un recomptage. Le mec, il lâche rien. Du coup, allez hop, c'est reparti, le comptage reprend. De son côté, Bush commence vraiment à avoir peur de voir la présidence lui passer sous le nez. Mais secrètement, il a un plan. Il décide de jouer sa dernière carte et porter réclamation auprès de la Cour suprême des États-Unis. En gros, des cours suprêmes, il y en a une dans chaque état. Et Gore est allé voir la Cour suprême de Floride, qui intervient uniquement en Floride du coup. Mais encore au-dessus, il y a la Cour suprême des États-Unis. Elle peut intervenir dans tout le pays. En gros, c'est le big boss judiciaire du pays. Et elle se place comme le grand arbitre de ce combat. Et c'est elle qui va devoir décider du dénouement de cette élection complètement folle. La Cour suprême est composée de 9 juges qui ont tous beaucoup d'expérience et qui sont nommés à vie par le président des États-Unis. Ils sont un peu vus comme des vieux sages qui donnent leur avis sur des questions très importantes en mode maître Yoda. La réclamation de Bush va donc être étudiée. Et les 9 juges vont se prononcer un par un pour dire si oui ou non leur comptage doit être arrêté. Si c'est le cas, Bush deviendra président. Sinon, le recomptage a de fortes chances de donner Gore vainqueur. Bush est confiant. 7 des 9 juges ont été nommés par des présidents républicains, dont 2 par son père en personne. Mais les juges sont censés être totalement impartiaux, en tout cas en théorie. L'attention du monde entier se déplace de la Floride vers la Cour suprême, et toute la planète est suspendue à la décision. Les juges se prononcent et le résultat tombe. 4 sont pour le recomptage et 5 sont contre. C'est fini, leur comptage est brusquement arrêté. Il n'y aura pas de reprise. Le score restera gelé à 500 voix d'avance pour Bush à tout jamais. Le candidat républicain remporte la Floride et ses 25 points, et passe la barre fatidique des 270 points. Le score final est de 266 à 271. George W. Bush l'a fait, il va devenir président. Al Gore lui devient le premier candidat depuis 1888 à ne pas remporter une élection, alors qu'à l'échelle du pays il était devant de plus de 500 000 voix. Les démocrates sont sonnés. 5 personnes viennent de décider arbitrairement du sort d'une élection qui a impliqué 100 millions de personnes. 5 personnes viennent de décider qui sera la personne la plus importante sur Terre. 5 personnes viennent de décider quelle image aura le monde de demain. Avec classe et favorisant l'état du pays plutôt que ses ambitions personnelles, Al Gore décide de pas faire de scandale. Lors d'une allocution télévisée, il concède une fois pour toutes sa victoire et promet cette fois-ci de ne pas rappeler Bush. Cette décision est l'épilogue d'une élection inédite qui aura mis 36 jours à donner son aboutissement. 36 jours de suspense, de confusion et de chaos. Mais cette décision met aussi en avant 2 gros problèmes. D'abord, elle a montré à quel point la démocratie américaine, qui est l'une des plus vieilles du monde, est imparfaite et pouvait avoir des failles. Comment des élus républicains en Floride ont pu jouer un rôle aussi prépondérant dans un moment aussi tendu de l'élection? Comment la première puissance mondiale, qui s'impose et se présente comme modèle de la réussite de la démocratie dans le monde, peut avoir un système de comptage de voix aussi défaillant? Comment 9 personnes qui n'ont pas été élues, et disposant d'une place à vie donc n'ayant aucun compte à rendre au peuple, ont pu autant peser dans une élection aussi importante? Et enfin, est-ce normal que le candidat ayant eu 500 000 voix de plus à l'échelle de tout le pays ne soit pas élu? Après l'élection, de nombreux Américains et experts ont protesté et critiqué son dénouement. Mais George W. Bush a bel et bien été investi, et a pris place dans le bureau ovale. Mais alors malgré tout ça, pourquoi pas plus d'Américains ont manifesté leur mécontentement? Bah la réponse la voilà, parce que même pas quelques mois après, voici ce qui s'est passé. L'Amérique est attaquée sur son propre territoire. Un terrible événement qui choque le monde entier. Tous les Américains se rangent derrière Bush, oubliant directement l'élection précédente. Et c'est là qu'on touche au deuxième gros problème de cette élection. Parce qu'après le 11 septembre, voici ce qui s'est passé. Bush et son administration ont eu les mains totalement libres pour intervenir où ils le souhaitaient. D'abord en Afghanistan et surtout ensuite en Irak après un énorme mensonge aux Nations Unies. Les USA se sont rebourbés dans des conflits qui ont coûté des trillions de dollars. Et qui ont, selon certaines sources, coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Et ces guerres, forcément, elles ont eu d'énormes conséquences. Elles ont provoqué le chaos, la haine et totalement déstabilisé tout le Moyen-Orient. Et c'est dans le chaos et la haine que les gens se radicalisent et qu'émergent les mouvements les plus extrémistes, comme par exemple l'État islamique. Ces conflits décidés par Bush et ses équipes ont été le terreau du terrorisme qui a frappé l'Occident et la France dans les années 2010. Voilà à quel point voter c'est important.
Voilà comment le choix de quelques centaines de personnes à des milliers de kilomètres de nous peut détruire des millions de vies. Voilà comment une élection dans un autre pays peut aller jusqu'à nous impacter, nous, petits Français. Et c'est pour ça qu'elle doit avoir lieu de la manière la plus claire et transparente possible. Alors oui, évidemment, Bush n'est pas l'unique responsable de tout ça, et les causes de ces événements sont souvent complexes et multifactorielles. Mais on peut pas nier le fait qu'il ait été un acteur majeur. Et on peut que se demander comment Al Gore aurait géré ces crises. Mais ça, on le saura jamais. Après ce sévère revers, Al Gore a décidé d'arrêter la politique, pour se consacrer au combat qui lui tenait le plus à cœur, le changement climatique. Il a parcouru le monde entier pour faire des conférences et a même participé à un documentaire devenu très connu aux États-Unis. Il a permis d'éveiller les consciences de millions de personnes sur le sujet, et peut-être même encore plus que s'il avait été président. Et pour ça, Al Gore, il a été récompensé. En 2007, il reçoit le prix Nobel de la paix. Après la défaite de l'élection 2000, Al Gore a souvent été décrit comme l'un des pires losers de tous les temps. Mais des fois, au final, je me demande si c'était pas lui justement, le plus grand gagnant dans l'histoire.